Mesdames, Messieurs, 13 mai, il y a 306 ans, naissait Marie-Thérèse d'Autriche et statutairement, la classe des lettres et sciences morales et politiques est tenue d'organiser sa séance publique le plus près possible de la date anniversaire de sa fondatrice, Marie-Thérèse d'Autriche. Et donc, cette année-ci, c'est magnifique, les hasards du calendrier font coïncider un samedi et le 13 mai. Voilà pourquoi nous sommes pile pour fêter notre fondatrice et surtout ouvrir cette séance publique de la classe des lettres et des sciences morales. Et je cède immédiatement la parole à sa directrice Valérie André. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, avant tout, je voudrais vous remercier de vous être déplacés aujourd'hui. Je ne savais pas qu'on allait rappeler l'anniversaire de Marie-Thérèse, j'imagine que donc ce n'est pas pour elle que vous êtes là. Alors que pour la première fois depuis de longues semaines, le soleil nous fait la grâce de se montrer, donc je vous remercie d'avoir fait le déplacement. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion de cette séance publique de la classe des lettres, des sciences morales et politiques de notre académie pour vous parler de Charles Monselet. Alors Charles Monselet, vous l'avez ici représenté sur le carton d'invitation. Je vais vous le présenter, si le PowerPoint veut bien, dans un petit trombinoscope. Alors, en préparant ce PowerPoint, j'ai des amis qui m'ont dit « Tu ne trouves pas qu'il a un petit air de Coluche et du Prince-Laurent ?» Ça ne m'avait pas frappé à première vue. Alors peut-être que le caractère humoristique du personnage rapprochera du premier. Avec le second, je n'ai pas trouvé tout à fait de point de convergence. Mais donc, le voici à l'écran. Un homme dont on pourrait dire qu'il est le plus célèbre des écrivains oubliés. J'imagine que peu d'entre vous le connaissent. Alors la tâche ne sera pas aisée, elle relève presque de la gageure, puisque retracer son portrait en 2 volets d'une vingtaine de minutes est un réel défi, tant la personnalité de cet homme est riche et passionnante. Nous nous y attacherons pourtant après cette rapide introduction. Certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré Monselet ici même il y a quelques mois, puisque notre confrère Jean-Baptiste Barognan de l'Académie de langue et littérature française de Belgique lui a consacré un cours-conférence du Collège Belgique. Il y évoquait la gastronomie, une casquette qui, il est vrai, a accompagné Monselet toute sa vie et par-delà. C'est en effet une des parts essentielles de son œuvre, mais qui a malheureusement fait de l'ombre aux autres activités littéraires du polygraphe. Aussi, n'y ferons-nous que de rares allusions, nous attachant, comme l'indique le carton que vous avez reçu et le titre de nos communications, à 2 facettes de l'auteur, un découvreur à découvrir ou redécouvrir. Ces interventions sont le fruit d'un travail d'équipe. Nous aurions aimé venir vous présenter notre ouvrage, notre petit bébé, mais il faudra attendre encore quelques mois pour qu'il sorte des presses des éditions du L'Hérault qui vont l'accueillir. Mon collègue Paul Aron vous dévoilera tout à l'heure le titre que nous avons choisi et que nous voulions à l'image de Charles Monselet. L'histoire de ce livre est amusante. Nous nous sommes rendus compte, au hasard d'un colloque consacré à l'échec littéraire, était-ce un signe que Monselet nous envoyait de l'au-delà, que nous étions, sans le savoir, 3 amoureux inconditionnels de Monsieur de Cupidon, l'un de ses surnoms bien connus à l'époque, emprunté au titre de son premier roman. Paul Aron, qui m'accompagne aujourd'hui et que beaucoup d'entre vous connaissent, professeur à l'ULB, directeur de recherche au FNRS, spécialiste de littérature belge, sociologue de la littérature. Il est l'auteur de nombreux livres qu'il serait trop long de citer ici. Jean-Didier Wagner, qui n'a pas pu être avec nous et que je vous présente à l'écran, qui a une part essentielle aussi dans notre ouvrage, journaliste à Libération, bibliomane d'une érudition impressionnante. Il est entre autres, avec Françoise Sestor, l'auteur d'un ouvrage remarquable intitulé Les Bohèmes, 1840-1870, écrivain, journaliste, artiste, publié chez Champvallon en 2012. Et enfin, moi-même, que je me dispenserai de vous présenter. Je vous dirais simplement qu'en abordant le continent Monselet,
j'ai pu combler d'aise la 18e que je suis, dont les regards se tournent de plus en plus avec l'âge vers le 19e siècle. Mouvement à rebours de celui de Monselet, mais qui a largement contribué, je pense, à nourrir entre nous une réelle sympathie. Nous allons donc essayer de vous le présenter, Paul et moi, en nous attachant successivement aux découvreurs. Je m'efforcerai en particulier de définir le lien très particulier que cet auteur entretient avec le XVIIIe siècle et à l'auteur oublié qu'il est urgent de découvrir ou de redécouvrir. Et donc nous allons entamer ce parcours ensemble maintenant. Alors, je n'aurais pas voulu commencer cet exposé sur Charles Monselet et le XVIIIe siècle sans faire appel, je vous ai montré des photos en commençant, je voudrais faire appel ici à la caricature. Vous le savez, le XIXe siècle, c'est le siècle du journal et les caricaturistes se sont donné beaucoup de plaisir à croquer les personnes célèbres de longtemps. D'ailleurs, la notoriété des personnes est aussi le fait du nombre de caricatures qui lui sont consacrées, plus ou moins sympathiques ou antipathiques selon les affinités du journaliste. Et Monselet ne fait pas exception, ce qui traduit sa notoriété au moment où il écrit, au XIXe siècle. Et je voudrais vous présenter deux caricatures qui sont emblématique de mon propos aujourd'hui, le lien avec le XVIIIe siècle. La première est de son ami Étienne Carjat. Vous y découvrez Charles Monselet, dont vous pouvez reconnaître les traits, hein, la grosse tête et les petites lunettes, qui est ici habillé avec ce qu'on appellerait les habits de petit maître, un petit maître à talons rouges, une figure bien connue des amateurs de littérature du XVIIIe siècle, en particulier de romans libertins mondains. Et puis aussi, autre figure, on pourra en montrer de nombreuses, mais j'imagine que Paul s'en chargera avec délectation. Je ne voudrais donc pas spoiler la suite de la conférence. Je vous en montrerai seulement encore une. Monselet en petit abbé de cour, avec son front ceint de rose, et vous le voyez, à la main, une casserole et un tourne-broche qui rappellent son intérêt pour la gastronomie. Alors cet homme entretient un lien très particulier avec le XVIIIe siècle qui n'a d'égal que son intérêt pour le livre, pour la lecture. C'est un fervent lecteur que Charles Monselet, et c'est à travers les livres qu'il va pouvoir découvrir dès son enfance. Son père tenait un cabinet de lecture à Nantes, dont les livres à Bordeaux, pardon, et les ballots l'ont suivi à Nantes pour retourner après à Bordeaux, où le jeune Monselet pourra lire tout ce qui lui tombe sous la main. Alors, le lien avec le XVIIIe siècle est tellement présent que les contemporains l'ont souvent assimilé à un homme du XVIIIe siècle. Et je voudrais reprendre ici un portrait assez ressemblant que trace de lui son ami Jules Clarcy dans la préface qu'il va consacrer à Monselet dans la biographie que le fils de Monselet, André, va lui consacrer. Le biographe de Rétif de la Bretonne, je reviendrai rapidement sur ce nom tout à l'heure, un auteur que vous connaissez probablement, qui aujourd'hui est considéré comme sinon comme un classique, en tout cas comme un auteur extrêmement important, était pour ainsi dire totalement méconnu à l'époque de Monselet. Et notre auteur lui consacrera une authentique biographie. Ça, c'est partie des volets que je voudrais mettre en lumière ici avec vous. Le biographe de Rétif de la Bretonne était du reste, en toute sa personne, en tout son talent, un homme du XVIIIe siècle. Il en avait le tour d'esprit, l'élégance, l'impertinence aimable, et on lui eût cherché volontiers des talons rouges. Vous voyez les talons rouges que je vous ai montrés dans la première caricature. Un abbé galant, un causeur de ruelles, ou encore un familier des réunions choisies, où se groupaient jadis les beaux esprits et les fins diseurs, mêlés à des auteurs au gage des libraires. Il semblait un échappé du café Procope. Alors, le café Procope, c'est un célèbre café au XVIIIe siècle où se réunissaient énormément d'intellectuels, où beaucoup de philosophes et d'encyclopédistes ont traîné. C'est vraiment une institution extrêmement connue. Donc, lorsque Clarcy l'évoque ici, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Vous pouvez d'ailleurs encore y aller boire un verre aujourd'hui si vous allez à Paris. Ils ont essayé de conserver le cadre d'époque. Donc, il semblait un échappé du café Procope, un railleur qui eût écrit de petites notules très narquoises en marge des grandes feuilles de l'encyclopédie. Avec cela, bien moderne de ton, tout à fait de son temps, adorant Paris, mais trouvant pourtant que ses ruisseaux littéraires sentent mauvais. S'amusant parfois aux drôleries de l'argot, mais comme un botaniste cueillerait des fleurs qui entêtent et qui distillent un poison
par curiosité. Alors, dans cette citation, tout est présent pour définir Monselet. On a vu le caractère agréable, le caractère enjoué, la curiosité, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis aussi, surtout, en dépit, ou peut-être à cause de son intérêt pour le XVIIIe siècle, le fait que Monselet est bel et bien un homme de son temps et peut-être pas justement un nostalgique passéiste comme on a voulu souvent le présenter. Alors je vous l'ai dit, il s'agit vraiment d'un lecteur insatiable. On a parlé de lui d'un écrivain du XVIIIe siècle égaré dans le XIXe, ou encore du monsieur qui s'est trompé de siècle. Vous pardonnerez, je m'arrêterai là, mais il fait très très chaud sous les spots de l'Académie. Alors, vous avez ici à votre gauche le catalogue de livres modernes et d'autographes provenant de la bibliothèque de monsieur Charles Monselet. Il s'agit d'un catalogue que Monselet va dresser lui-même de ses ouvrages, il le fera par 2 fois, au moment de les mettre en vente pour essayer de gagner un peu d'argent. Et pour l'historien de la littérature, ce sont évidemment des documents extrêmement précieux puisqu'ils nous permettent de restituer l'univers des livres qui ont entouré Monselet au quotidien et de voir un peu quelles étaient ses lectures. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire quel XVIIIe siècle Monselet hante-t-il, fréquente-t-il et nous transmet-il, je pense qu'il n'est pas inutile de faire un rapide rappel que les historiens qui sont présents dans la salle me pardonneront. C'est peut-être de revenir un instant sur la perception que le XIXe siècle avait du XVIIIe siècle. Sans cela, il est impossible de comprendre en quoi l'œuvre de Monselet est originale. Le choc de la Révolution française va opérer une fracture dans la société française, mettant un terme à l'Ancien Régime et séparant radicalement et pour longtemps la France en 2 parties que nous schématiseront de la sorte. D'un côté, les libéraux. Alors, les libéraux au XIXe siècle, on entend essentiellement les penseurs progressistes. Ce sont des désignations qui ont beaucoup évolué politiquement au fil du temps, qui voient dans le XVIIIe siècle, au fond, la patrie des droits de l'homme, ceux qui ont permis la sortie de l'obscurantisme grâce aux Lumières. A contrario, le parti catholique considère les philosophes comme de dangereux fauteurs de troubles, responsables de la Révolution, qui ont sapé l'autorité du trône et de l'autel. C'est une opposition qui va scander tout le XIXe siècle et on doit la garder en mémoire lorsqu'on lit Monselet. Le texte que vous avez à l'écran, dont je me garderai bien de vous lire tout ça, rassurez-vous, le mandement de messieurs les vicaires généraux du chapitre métropolitain de Paris de 1817 est à cet égard un texte exemplaire. Que voulait nous dire ce texte? Il s'agissait d'un réquisitoire extrêmement violent. Contre quoi? Contre des auteurs et en plus particulièrement contre des livres. Plus particulièrement contre des éditions de livres. Quelles étaient ces éditions? Les éditions dites bon marché de Voltaire, en l'occurrence l'édition de Zoher, qui était dans le collimateur des vicaires, ou encore de ce qu'on a appelé le Voltaire des chaumières, des ouvrages beaucoup plus accessibles qui permettaient aux philosophes de venir gangréner la pensée des gens jusque dans leur maison. En effet, vous le savez, le livre, l'objet livre, demeure un objet extrêmement cher jusqu'à une période assez récente, et les œuvres complètes de ces auteurs étaient trop onéreuses pour une grande partie de la population. Et donc, l'apparition sur le marché d'éditions bon marché dans des formats plus maniables représentait une terrible menace pour l'ordre moral et l'ordre religieux, en tout cas du chef de ces évêques. Même chose pour Rousseau, dont l'édition Bellin des œuvres complètes faisait grincer des dents. Et voilà Jean-Jacques et Voltaire, comme au Panthéon, malgré eux, réunis pour une sorte d'éternité qu'ils n'avaient pas choisie, d'autant qu'on sait qu'ils s'entendaient quand même pas très bien, rassemblés par les évêques sous le nom de maîtres de l'incrédulité. Alors pour vous donner un petit peu le ton de ce mandement, je voudrais juste qu'on reprenne la citation qui débute par la partie mise en surbrillance ici.
hein, qu'ont-ils fait pour leurs semblables? Ils ont perverti la jeunesse, troublé l'harmonie conjugale, soulevé les enfants contre les auteurs de leur jour, armé les peuples contre l'autorité. Ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué tous les biens à la fois en attaquant la religion qui les avait créés. C'est à eux que remonte la violation, la démolition des temples, la profanation des choses les plus saintes, résultat de ces mêmes écrits antireligieux que l'on veut placer aujourd'hui dans toutes les mains. En un mot, ils ont presque tout renversé. Ce qui a survécu ne leur a échappé que parce que la religion l'a conservé, et c'est elle encore qui en rassemble les débris et qui restaurera trop lentement, hélas, les belles et nombreuses institutions dont ils ont provoqué la destruction. Et on n'hésite évidemment pas à recourir à une citation latine extraite de l'Évangile selon Matthieu, « Non potest arbor mala bonos fructus facere » un mauvais arbre ne pourra pas porter de bons fruits. Alors c'est dans ce contexte-là, hein, c'est dans ce contexte très particulier, vous voyez vraiment très clivant par rapport au XVIIIe siècle, que Monselet va écrire. La société de la Restauration va fonctionner sur cette vision antagoniste que nous pourrions rappeler ici rapidement par cette petite phrase que vous connaissez tous, hein, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, c'est en tout cas ce qu'on dira dans le camp des adversaires. Alors la phrase, elle vous est probablement connue par Victor Hugo, hein, c'est la petite phrase que vous retrouvez dans la célèbre chanson de Gavroche au moment où il meurt sur les barricades en 1832, mais Victor Hugo n'avait rien inventé puisqu'il l'empruntait à deux poètes, Chaponnière en 1817, l'année même de la publication du Mandement des Vicaires, et au chansonnier Béranger qui lui aussi en 1834 reprenait cette antienne que Hugo allait enfin pérenniser dans cette célèbre chanson que vous connaissez probablement. Alors, la monarchie de Juillet, vous savez que le 19e siècle est un siècle extrêmement compliqué sur le plan politique, qui va connaître de nombreux bouleversements. La monarchie de Juillet qui va succéder à la Restauration va hériter bien évidemment de ce clivage, mais on va voir dans ces années-là, un petit rappel chronologique, c'est 1830-1848, on va voir s'élaborer une véritable mythologie du XVIIIe siècle, à l'instigation de quelques écrivains. J'aurai pas le temps de m'arrêter sur leur œuvre ici, je voudrais juste vous les citer. Hein. Vous avez d'un côté Jules Janin, journaliste, critique, pas tout à fait progressiste, Arsène Houssaye, qui lui est un familier de Monselet, il est le directeur de la revue L'Artiste, Théophile Gautier qui avait été le compagnon de route des premiers romantistes, hein, arborant son célèbre gilet rouge à la première d'Hernani, qui allait après se détacher de ce mouvement. Et puis évidemment, last but not least, les terribles frères Goncourt, hein, que vous connaissez évidemment, Jules et Edmond, terribles réactionnaires, qui ont contribué à marquer les esprits en reconstruisant une image totalement fantasmée du XVIIIe siècle, notamment autour des salons et de la place des femmes qui, allez lire, sont vraiment au centre de cette société. Alors Monselet, lui, il va écrire dans ce contexte-là, mais l'image du XVIIIe siècle qu'il va transmettre à ses lecteurs est pour le moins différente de ce qu'on a pu trouver ici. Et donc je m'arrêterai maintenant au XVIIIe siècle de Charles Monselet. Un siècle qui le fascine depuis l'enfance, je l'ai signalé, à partir de ses lectures, une fascination démultipliée pour la société française du XVIIIe, pour la littérature, pour l'art, pas forcément pour la politique ni la philosophie. Alors il faut savoir que Charles Monselet est quelqu'un de très discret par rapport à sa vie privée, mais aussi à ses opinions politiques et religieuses. Il faut aussi savoir que la plupart de son activité littéraire, il va la faire pendant le Second Empire, qui encourageait fort peu à être très loquace sur vos opinions politiques. Hein, Bruxelles le sait, on a quand même récupéré ici pas mal d'écrivains qui ont fui la France dans cette période particulièrement compliquée. Mais disons globalement que Monselet peut être considéré à bon droit comme quelqu'un de plutôt conservateur, qui garde un certain attachement au catholicisme de son enfance. Néanmoins, ces aspects-là ne vont pas avoir énormément d'impact dans son œuvre. Il y a moyen d'affiner le trait, mais pas en 20 minutes. Alors, je voudrais juste ici me focaliser sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la connaissance
impressionnante que Monselet a à cette époque-là, d'un siècle qui, vous venez de le voir, n'avait pas la cote, l'intérêt pour l'art, pour la littérature, et puis surtout quelque chose d'extrêmement novateur, quelque chose d'extrêmement important pour nous, ici, aujourd'hui, c'est cette volonté qu'il avait d'établir un lien entre les deux siècles, là où les romantiques avaient voulu tirer un trait sur un passé révolu, faire tabula rasa de ce qui s'était fait avant. Avec Monselet, c'est l'idée qu'il y a quelque chose à apprendre des siècles précédents et qu'il y a peut-être des permanences également, des continuités et pas forcément uniquement des ruptures. Alors je lui donne la parole ici à l'entame de son ouvrage sur les oubliés et dédaignés, un texte que je vous mentionnerai dans la suite. On est généralement fixé et d'accord aujourd'hui sur le rôle philosophique du XVIIIe siècle. Nous n'avons donc pas pu songer en éclairer les côtés nouveaux. Notre intention unique a été de chercher, en dehors de l'académie, désolé Didier, en dehors de l'académie et de l'encyclopédie, le trait d'union qui rattache la littérature d'autrefois à celle de maintenant. On ne peut être plus clair. Ce qui est important pour lui donc, c'est de se démarquer des querelles de son temps. On ne va pas s'inscrire dans une vision polémique, on ne va pas non plus aller encenser les gloires reconnues qui trônent sous les ors de l'Académie française, et on ne va pas non plus se lancer dans des querelles philosophiques au niveau de la pensée, de l'idéologie, de la religion. C'est ici justement qu'apparaît le découvreur. Je vous en ai déjà dit quelques mots à propos de Rétif de la Bretonne, et le titre de son ouvrage, Les oubliés et dédaignés, vous engage évidemment à imaginer que c'est le travail qu'il va faire pendant toute sa longue carrière. Il va d'ailleurs exhumer, retirer des oubliettes de l'histoire un nombre d'auteurs qui avaient parfois déjà été très maltraités de leur temps, d'autres avaient connu leur succès et avaient été relégués dans un oubli tout à fait injuste selon Monselet, selon les 18e aussi, bien entendu, pour des raisons souvent plus idéologiques que véritablement esthétiques. Alors voilà ce qu'il nous disait de ces auteurs. Déjà déconsidérés de leur temps, on ne s'étonne pas qu'ils disparaissent complètement sous l'Empire, refoulés par les pâles restaurateurs du bon goût. Il fallait une époque comme la nôtre, dégagée de toute rhétorique idolâtre d'individualisme, interrogeant l'art avec des yeux avides et agrandis, pour venir réveiller leur mémoire, remettre leur talent en question et leur restituer une part d'influence dans le passé, aussi bien que dans le présent. Cette dernière phrase est évidemment essentielle pour mon propos ici aujourd'hui. Alors, le XVIIIe siècle, vous le trouvez comme cadre très fréquent, cadre spatio-temporel, j'ai envie de dire, des productions de Monselet, les romans, mais également les chroniques, les pièces de théâtre, les biographies, on l'a vu, les essais. Alors j'en ai repris quelques-uns ici, mais la liste serait trop longue pour que je vous l'adresse. La bibliographie de Monselet est terriblement longue. Il y a beaucoup de choses à faire. S'il y a des étudiants ou des chercheurs dans la salle, il y a vraiment pas mal de choses à faire encore à son propos. Mais donc, c'est surtout le découvreur qui nous retient. Et c'est d'ailleurs cet ouvrage, Les oubliés et les dédaignés, que vous avez à l'écran en 2 volumes, qui a connu un assez beau succès de son temps, qui a connu plusieurs rééditions, qui allait sortir de l'oubli toute une série de figures. Je les ai recitées ici. Il y a eu des compléments, ces oubliés et dédaignés. Alors bien sûr, il y en a que vous connaissez certainement pas encore, sauf si vous êtes 18e, mais il y en a quand même quelques-uns, je pense, que vous avez rencontrés. Louis-Sébastien Mercier, évidemment, le formidable auteur du Tableau de Paris, auteur aussi de la première Uchronie, une utopie dans le temps, l'an 2440. Olympe de Gouges, évidemment, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Baculard d'Arnaud, et puis aussi Grimaud de la Renière, qui lui est le gastronome. On y revient toujours. La gastronomie s'invite toujours quelque part dans l'œuvre de Monselet, auquel il voue une véritable adulation, bien plus qu'Abria-Savarin, qui l'écorche au passage dans d'autres œuvres. Alors, la question qui m'importe ici, c'est de savoir pourquoi Monselet a passé son temps à aller chercher ces gens-là,
quel était au fond son but. On l'a vu, établir un lien entre le passé et le présent. Je ne suis pas la première à m'être posé cette question, vous vous en doutez, et on a pu trouver, sous la plume de certains journalistes qui consacraient des articles à Moncelet, quelques embryons de réflexion. Ainsi, le journaliste de l'Intransigeant écrivait-il le 23 septembre 1923 « Cet épicurien érudit faisait pour les autres ce qu'il désirait secrètement qu'on fît pour lui quand il aurait disparu. » C'est probablement vrai, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, Paul et moi, en vous présentant cette leçon. Alors, c'est probablement extrêmement pertinent, mais je pense que c'est un petit peu réducteur et que ce n'est certainement pas suffisant pour comprendre les motivations profondes de Charles Moncelet. C'est un homme qui, l'a avoué, en était tout à fait conscient, a, depuis le début, ressenti un goût très prononcé pour ceux qu'on appelle les minores, c'est-à-dire les auteurs du second rayon. J'ai l'amour de tout ce qui est petit, nous rappelant qu'au fond, les génies sont bien intéressants, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un génie et les autres? C'est qu'il est hors norme. Et que donc, si vous voulez connaître une époque, si vous voulez connaître un genre, ce n'est pas en lisant les génies que vous aurez une vision très claire des choses. Donc, il nous donnait là, à nous, historiens de la littérature, une petite leçon posthume qu'il est parfois bien utile de se rappeler. Il y insiste dans cet extrait, en littérature comme en art généralement, une œuvre n'est pas bonne ou mauvaise à cause de son époque, elle l'est au contraire malgré son époque. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à saisir. Alors, quelle est la manière de Moncelet pour nous ressusciter ces personnages? C'est une manière très proche de l'un de ses contemporains pour qui il a une admiration sans borne. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Charles-Augustin Sainte-Beuve, qui allait composer des portraits d'auteurs associant la vie et l'œuvre, faisant hurler Marcel Proust quelques dizaines d'années plus tard dans son Contre Sainte-Beuve. Cette affinité avec Sainte-Beuve, j'aurai l'occasion d'y revenir pour clôturer dans quelques instants mon exposé, mais elle allait peut-être avoir quelque chose de particulier, quelque chose de plus que Sainte-Beuve n'avait a priori pas au premier abord, c'est de l'empathie pour les personnages qu'il va ressusciter, ce qu'il appelle la compassion littéraire pour ces êtres du passé. Il ne faut jamais que la manifestation imprimée d'un homme, quelle qu'elle soit, se perde entièrement, nous disait-il, et c'est à cela qu'il s'emploiera. Alors vous avez vu dans Les Oubliés dédaignés tous les portraits qu'il va dresser de ces hommes et ces femmes du XVIIIe siècle. Il va aussi prendre non pas les armes du croisé, mais en tout cas du chevalier blanc pour réhabiliter certains auteurs qui, selon lui, ont été plus que maltraités au XVIIIe siècle. Alors il y a d'abord la résurrection de Rétif de la Bretonne, que vous avez ici à l'écran, qui pour Moncelet est essentiel, c'est un penseur fondamental, un romancier de grand talent, un journaliste avant la lettre avec ses Nuits de Paris. Mais ce qui va me retenir davantage, c'est la monographie qu'il va consacrer à Élie Catherine Fréron, que vous avez ici à l'écran. Alors si vous connaissez son nom, c'est probablement parce que vous avez lu les méchantes choses que Voltaire a pu écrire contre lui. Il s'agit d'un critique littéraire, journaliste, ces deux termes-là devraient faire un petit warning dans votre tête par rapport à la personnalité de Moncelet lui-même. C'est un homme qui, clairement, s'est affiché comme un adversaire des philosophes, un fervent défenseur de la foi, et Voltaire va très clairement entrer en lice avec lui à de nombreuses reprises. Alors là, la correspondance est truffée de méchantes choses contre Fréron, souvent méritées. Enfin, Voltaire n'est pas tendre et parfois il va pousser le bouchon un petit peu loin quand même. Je vous citerai simplement la plus célèbre de ses épigrammes à l'encontre de Fréron. Un jour, au fond d'un vallon, un serpent mordit Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Alors évidemment, c'est ça qu'on a retenu de Fréron, et pas le reste. Pas toutes les pages, pas tous les volumes qu'il a pu composer de critiques littéraires. Et ça, Moncelet trouve que c'est profondément injuste. Il lui rend hommage et il va essayer de ressusciter son œuvre en dépit de Voltaire. Alors ça ne se fait évidemment pas sans mal, puisque ça veut dire qu'il doit, entre guillemets, prendre parti dans le querelle entre les deux. Et cela, dans le contexte que je vous ai rappelé, ça a été extrêmement mal ou bien perçu selon le clan dans lequel on se situait. Alors je voudrais juste vous citer ici la réaction
incendiaire de Pierre Larousse, que vous connaissez bien évidemment, hein, l'auteur du Grand Larousse, qui, ne le cachait pas, était un fils des Lumières. Il ne supporte pas qu'on écorne ainsi la réputation du grand Voltaire. Aussi, dans l'article qu'il consacre à Monselet dans son dictionnaire, est-il extrêmement mitigé, pour ne pas dire plus que tiède, dénonçant en tout cas, de manière extrêmement violente, une hagiographie d'une partialité révoltante dans la monographie consacrée à Fréron. Monselet, dit-il, a trop sacrifié Voltaire à son mortel ennemi. Alors, que fallait-il en penser ? La tâche était louable, sans doute, parce que, comme je vous l'ai dit, Voltaire n'était en effet pas un enfant de cœur non plus, même si Fréron n'avait pas volé les volets de bois vert qu'il avait pris tout au long de sa carrière. Néanmoins, il est vrai que l'œuvre de Monselet tend du coup à exalter le génie de Fréron, qui n'allait quand même pas jusque-là. Hein, parfois, à trop vouloir prouver, on ne prouve rien. Vous savez que la littérature engagée est souvent un petit peu lourde. Et là, parfois, effectivement, il pêche peut-être par excès. C'est en tout cas ce que lui dira le maître Sainte-Beuve. Sainte-Beuve qui pourtant appréciait terriblement Monselet, au point qu'il décidera même de lui consacrer l'un de ses grands portraits littéraires publiés dans ses Nouveaux Lundis. Alors imaginez-vous, Monselet a 40 ans et Sainte-Beuve lui consacre tout un portrait. C'est une consécration incroyable pour lui, dont il se souviendra toute sa vie. Aussi, Sainte-Beuve pouvait-il se permettre tout de même de lui faire à son tour quelques leçons. Les torts de Voltaire, dit-il, si grands qu'ils soient, ne peuvent aller jusqu'à faire que Fréron soit respectable. Il ajoutait « La postérité n'a que faire de le venger. Notre lignée à nous, critiques français, c'est belle, Despréaux. Au besoin, j'y mettrai 100 fois la harpe plutôt que Fréron. Fréron, qui est le fils de Desfontaines, a été le père de Geoffroy. Il n'est pas le nôtre, il n'est pas notre grand-père. » Alors ce sont des noms qui n'évoquent peut-être pas grand-chose pour vous, mais disons que Desfontaines et Geoffroy étaient considérés à l'époque justement comme des journalistes et des auteurs de très très peu de talent, calomniateurs, prêts à tout pour le bon mot. C'est un peu comme si on comparait aujourd'hui la Grande Librairie et Cyril Hanouna. En gros, hein. Donc il leur dit attention, Fréron, il est plutôt dans ce camp-là que dans l'autre. Donc attention à qui tu dresses des louanges, mon ami, sinon tu vas perdre toute crédibilité. Le lien avec Sainte-Beuve n'avait pas simplement frappé les historiens du XXIe siècle comme nous, et Jules Clarcy, à qui je donnerai le mot de la fin pour clôturer cette intervention, avait lui aussi compris qu'il y avait là un lien entre les deux personnages. Aussi écrivait-il de son ami Monselet « Charles Monselet, c'est du Sainte-Beuve en globule, un Sainte-Beuve à dose homéopathique. » Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Paul. Voilà, merci. Merci à Valérie de me permettre de partager son temps de parole. Ce qu'elle vous a très, très bien montré, c'est au fond Monselet comme agent de la célébrité. C'est quelqu'un qui, par sa position, est capable de rendre célèbre, capable de sortir des gens de l'oubli. Mais en même temps, il est lui-même objet d'un processus d'oubli, puis vraiment d'oubli complet. Et donc, il est un objet intéressant pour qui s'interroge sur la fabrique de la célébrité à l'époque et les raisons pour lesquelles la fabrique de la célébrité est éphémère. Alors, 3 mots d'abord peut-être pour rappeler la diversité de l'œuvre et du travail de Monselet. C'est quelqu'un, il n'a pas fini ses études secondaires parce que ses parents voulaient le mettre au travail, ça ne l'intéressait pas du tout, et les parents ne voulaient pas lui payer des études approfondies. Donc il y a une dimension très autodidacte chez lui, et c'est une autodidaxie littéraire
qu'il transforme en vertu par le biais, et c'est la raison pour laquelle moi j'avais découvert Monselet il y a fort longtemps, par le biais de la parodie et du pastiche, évidemment. À 16 ans, il fait des pastiches de Victor Hugo, et qui sont tout à fait brillants. Et avec son ami Richard Lesclide, qui 50 ans plus tard deviendra un des secrétaires de Victor Hugo, ils travaillent ensemble à Bordeaux et ils s'amusent à faire des parodies dont certaines ont été jouées sur les théâtres bordelais. Mais en même temps, rester à Bordeaux, c'est se condamner. Et très vite, Monselet se dit, comme Rastignac, Paris à nous deux. Il monte à Paris. Il monte à Paris d'ailleurs pour pouvoir travailler dans un journal fondé par un Bordelais, mais ce journal ne paraîtra que pendant quelques mois, fera faillite tout de suite, et Monselet se retrouve sur le pavé parisien en n'ayant pas de revenus. Et ses parents lui ont coupé qu'il n'était d'ailleurs pas tellement riche, il tenait, après le livre, il tenait un commerce de beurre à Bordeaux. Et alors il rentre dans une carrière où il essaye de faire feu de tout bois pour se faire, d'abord pour vivre, pour avoir les moyens de vivre et pour essayer de se faire connaître. Ce qui lui permettra de se faire connaître est un hasard extraordinaire, c'est la publication des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Les Mémoires d'outre-tombe, c'était un texte que tout le monde attendait. Finalement, c'est un journal c'est la presse de Girardin qui va acquérir les droits très très cher d'ailleurs, et qui va le publier. Et le problème est de savoir qui va présenter les Mémoires d'outre-tombe, qui va présenter cet auteur extrêmement célèbre dans la presse. Et Girardin se dit, mais si je prends un auteur trop connu, je vais devoir faire un choix dans les auteurs connus. Et donc, on va m'en vouloir. Et de manière très habile, je crois, très stratégique, Girardin se dit, mais au fond, je vais prendre un inconnu. Au moins, je ne risque rien. Et à la limite, il aura dit des bêtises, il sera oublié, et puis advienne que pourra. Et c'est Monselet à qui on commande 4 articles pour présenter les Mémoires d'outre-tombe. Et il fait exactement ce que Valérie vient de décrire, une espèce de récit de vie à la Sainte-Beuve, pour présenter les Mémoires d'outre-tombe. Et ça lui donne une première notoriété. Et cette première notoriété qui apparaît comme quelqu'un qui est capable de parler d'auteurs bretons, c'est un peu ça, il est né à Nantes, d'auteurs bretons, c'est un peu ça qui fait le lien. Et il va poursuivre dans cette voie, parler d'auteurs bretons que l'on ne connaît pas, et un certain nombre de ces auteurs bretons étant des auteurs du XVIIIe siècle, c'est comme ça qu'il entre dans tout ce que Valérie vous a décrit. Mais il ne fait pas que ça. Pour vivre, Monselet est obligé d'écrire des articles. Ce sont des articles pas très bien payés, il n'y a pas d'autres sources de revenus, et donc il écrit entre 2 et 4 articles par semaine, pendant toute sa vie, jusqu'à la veille de sa mort. Et il écrit dans tous les genres. Alors, essentiellement, il écrit des chroniques, et le genre de la chronique est un genre très très important. Il faut dire que Monselet est aussi contemporain d'une période de croissance extraordinaire du monde de la presse. Il paraît plusieurs journaux, chaque mois plusieurs nouveaux journaux. Là, la croissance est exponentielle et un type de presse en particulier se développe à l'époque, et j'y reviendrai, c'est ce qu'on appelle la petite presse. Petite presse souvent hebdomadaire. Qu'est-ce qui distingue la grande presse de la petite presse? C'est le rythme de parution. La petite presse est hebdomadaire, elle est souvent comique, elle est souvent satirique, mais évidemment une satire qui sera extrêmement contrainte par la censure du Second Empire. Et Monselet est un des agents du monde de la petite presse. Il fait des chroniques, il va essayer de faire du théâtre aussi, et d'adapter des œuvres du XVIIIe siècle pour l'opéra comique. Il écrit plusieurs romans, on a cité Monsieur de Cupidon, Les Chemises Rouges, des feuilletons. Il écrit des portraits, et c'est un genre, exactement comme Sainte-Beuve qui le fait dans ses lundis, c'est un genre très à la mode. À l'époque, c'est ce qu'on appelle l'écriture panoramique, c'est-à-dire le fait de faire les portraits de tous les gens célèbres. Et Monselet est un des agents de cette fabrique de portraits qui est chère à l'époque.
Il fait, et pendant quasiment toute sa vie, de la chronique théâtrale, 1 à 2 articles par semaine, notamment dans un journal qui est tout à fait oublié aujourd'hui, qui s'appelle Le Monde Illustré, qui est un hebdomadaire assez lu, assez important, qui parle de tout et de rien, mais qui en parle avec constance. Il écrit lui-même des petites pièces satiriques, des pièces qui ne sont pas destinées à être jouées, c'est des pièces destinées à être lues sous forme de chroniques dans le Figaro. Le Figaro est à l'époque le grand journal intellectuel qui est le modèle même de la petite presse satirique, drôle, amusante, etc. Et il écrit pour le Figaro ce qu'il appelle le théâtre du Figaro, des petites scénettes illustrées, des petites scénettes parodiques. À peu près la moitié est publiée dans un livre qui s'appelle Le Théâtre du Figaro. Une partie, on espère un jour pouvoir les rééditer. Une partie a simplement été publiée dans la presse, elle n'a pas encore été rassemblée. C'est, pour mon goût, la partie la plus pérenne et la plus intéressante de l'œuvre de Monselet. Il écrit des chroniques gastronomiques, il fonde des journaux gastronomiques, Le Gourmet, et il écrit de la poésie pendant toute sa vie avec une facilité déconcertante. Il y a 2 éditions de ses poésies complètes, qui ne sont d'ailleurs pas complètes, parce qu'il y a plein d'autres textes qui sont parus dans la presse. Alors, ce Monselet est vraiment quelqu'un qui parvient à être célèbre et qui, au lendemain de sa mort, à l'exception de l'année des années 23-25, où il y a une espèce de commémoration du centenaire, il est complètement oublié. Le schéma que vous voyez là, c'est un schéma intéressant, c'est un schéma qui fait avec un algorithme qui permet d'analyser dans l'ensemble du corpus de presse mis en ligne dans Gallica des occurrences et de les transformer en graphiques. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus, sur Gallica ? Parce que c'est, pour nous, historiens de la littérature du XIXe siècle, une véritable révolution que je suis extrêmement heureux d'avoir pu vivre. Gallica a mis en ligne l'essentiel de la presse du XIXe siècle, et en particulier toute cette petite presse. Alors, pourquoi c'est extraordinaire ? Parce que c'est comme un continent disparu qui réémerge à la surface. Cette presse, elle est faite sur un très mauvais papier, du papier de bois. Moi, à l'époque de ma thèse, j'avais dépouillé le peuple et chaque soir, j'avais un morceau du peuple sur mes genoux et j'ai contribué à détruire la collection de ce quotidien à la Bibliothèque royale avec acharnement. Ici, de chez vous, vous pouvez lire la presse du XIXe siècle. Voilà. Et donc, ça veut dire que tout ce que les écrivains ont semé dans cette presse, et c'est colossal, cette presse qui les fait vivre pour l'essentiel et qui fait vivre tous les écrivains qui n'ont pas d'autres revenus, ce n'est pas les éditeurs qui font vivre les écrivains, c'est la presse. Et donc cette presse, elle est en train, depuis une quinzaine d'années, et de plus en plus vite, elle est en train de réémerger comme quelque chose qui reprend une contemporanéité pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et si on peut faire ce travail sur Monselet, c'est parce qu'on peut consulter Gallica, Retro News et un certain nombre d'outils numériques comme ceux-là. Alors, donc, on voit très très bien, le schéma est extraordinaire. J'ai essayé, vous me direz, c'est pas scientifique parce que vous n'avez qu'un seul syntagme, mais j'ai essayé de prendre des gens, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, etc. Vous n'avez pas le même schéma. Hein, des gens comme... Vous avez des schémas, Charles Baudelaire, il est là, seulement le problème, c'est qu'il sort de l'écran vers le haut, ici. Donc c'est tout à fait différent. Ici, on a vraiment un schéma très très particulier qui est une fabrique momentanée de la célébrité. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce que Monselet est devenu célèbre? C'est quoi la fabrique de la célébrité? Non seulement il est quelqu'un qui écrit dans la presse, mais, et c'est ça le phénomène tout à fait intéressant de la petite presse est un lieu de publication, mais un lieu de fabrique de la notoriété des gens qui écrivent dans cette petite presse. Il y a un phénomène circulaire qui se met en place, et on parlait des frères Goncourt tout à l'heure. Monselet est un des personnages du roman
Charles de Mailly, des frères Goncourt. Il apparaît sous les traits de Molland II. Il est objet de citation. Il existe dans la presse parce qu'on parle de lui. Et c'est de cette existence de Monselet dans la presse que je voudrais vous parler très rapidement sous quatre termes qui me semblent intéressants pour penser ce phénomène de la médiatisation des écrivains. Alors, le premier terme, je l'ai rassemblé, c'est un terme pour faire plaisir aux 17e ou aux 18e, sous le nom de Anna. Il y avait une tradition qui date en fait de la Renaissance, où on faisait des recueils de tous les bonbons et les anecdotes qu'on connaît à propos de quelqu'un. Il y a des Voltaire-Anna, et il y en a plein d'autres, plein de gens. Et au fond, on pourrait dire que la petite presse est une fabrique collective d'Anna. Et si vous la consultez, vous voyez qu'on parle sans arrêt de Monselet, et comme les journaux, en fait, s'imitent, se reprennent les uns des autres, eh bien, ça forme une espèce de circulation de discours qui répète sans cesse des anecdotes, des bons mots, des caractéristiques qui fabriquent l'image médiatique de Monselet. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, les bons mots, ceci, ce qui est considéré comme un bon mot, après on peut discuter pour savoir si c'est vraiment drôle. Mais en tout cas, l'époque le considère comme un bon mot. Mais cette anecdote, vous la trouvez 30 fois dans 30 journaux différents. Ça permet de remplir les trous, la presse a horreur du vide, ça permet de remplir les trous, mais en même temps, ça fabrique du discours. Et donc, via les Annas, je pense qu'il y a une première constitution de Monselet en sujet contemporain. Il y a le jeu des dédicaces, c'est très intéressant, et c'est une manière aussi de regarder la célébrité d'un auteur. Un auteur dédicace des œuvres à des gens et d'autres gens lui dédicacent des poèmes. Alors, si Monselet n'est pas connu, voilà quelqu'un qui est encore moins connu que Monselet, c'est un certain Jules de Gers, qui écrit un petit recueil de poèmes qui s'appelle Le Roitelet, et dans ce poème, dédicacé à Charles Monselet. Et là, on voit bien que la dédicace sert à l'inconnu complet à essayer de devenir un peu moins connu, puisqu'il se permet de s'adresser à quelqu'un qui est déjà relativement célèbre. Et on en trouve des dizaines. On en a des dizaines de dédicaces à Monselet, y compris de la part d'amis, comme Richard Lesclide. Et alors, je vous en cite juste un peu plus long, parce qu'il est vraiment comique. C'est Albert Glatini, qui est un poète assez oublié, mais hélas, parce que c'est un très bon poète, assez cocasse. Monselet avait écrit un poème qu'il a été obligé de réciter dans tous les banquets auxquels il a participé. Il y en a eu des dizaines. Et c'est un poème d'hommage aux cochons. Voilà, et ça a eu un énorme succès, l'hommage au cochon. Et alors, du coup, Albert Glatini se moque de Monselet en peignant Monselet dévoré par les homards. Alors ça, à mon avis, c'est une splendeur. Les homards affamés hurlaient dans leur prison. Leurs yeux inquiétants avaient des lueurs fauves. Leurs compagnes, au fond des humides alcôves, semblaient fuir le soleil sanglant à l'horizon. Les huîtres tressaillaient, en proie aux noirs frissons. Les scorpions de mer s'accrochaient à des rocs chauves. Et toi, foi qui toujours nous garde et nous sauve, tu te heurtais le front à la sombre cloison. Quand Monselet tomba dans l'abîme, les masques des monstres de la mer devinrent effarants, et l'on vit s'allumer des regards flamboyants. Mais la clémence sied aux homards monégasques, c'est un beau vers. Et ces martyrs que guette un cuisinier cruel venaient lécher les pieds du nouveau Daniel. Voilà, c'est très beau. J'aimerais bien qu'on fasse un jour un poème sur moi, comme ça. Même chose avec le docteur Camuset, qui demande une préface à Monselet, qui lui écrit une préface sur le mode de « Cher ami, ceci n'est pas une préface ». Et évidemment, le docteur Camuset dédicace son célèbre recueil « Les sonnets du docteur », qui aura un immense succès à Monselet. Donc, vous voyez, il y a ce jeu des dédicaces. Il y a aussi tout un côté qui est la mise en scène de soi dans l'espace public. On parlait du Procope tout à l'heure. Le Procope, c'est vrai que c'est un lieu de réunion, mais ce qui est très intéressant, et les philosophes
sont les premiers à l'avoir véritablement fabriqué, c'est aussi un lieu de mise en scène des intellectuels en tant que travaillant comme intellectuels, au fin de pouvoir être admirés dans ce travail collectif. Le Procope est un café public et ils ne se réunissent pas forcément dans des salles fermées. Même chose pour Moncelet. Moncelet écrit avec une fausse naïveté « Je suis du nombre des écrivains qui aiment à travailler dans les endroits publics ». C'est Sartre et de Beauvoir à Saint-Germain, c'est la même chose. On sait qu'à la brasserie des Martyrs, tous les jours, à 18h, on va voir Moncelet. Et ça fabrique une place de l'écrivain dans la société. Je retiens juste une deuxième citation. Elle est très courte, mais elle est pour moi magnifique. « J'habite cette maison de verre qu'on appelle la chronique quotidienne. » Phrase splendide, phrase, on croirait lire André Breton, hein, sur la maison de verre, je suis transparent à tout le monde. En fait, c'est un lieu commun de l'époque. C'est une phrase qu'on trouve chez plusieurs journalistes, mais c'est l'idée que la chronique est au fond une manière de rendre public l'ensemble des émotions, l'ensemble des découvertes, l'ensemble des éléments qu'un journaliste écrivain a pu voir au jour le jour. Et donc, il s'expose et s'écrit découvrant Paris. Et cette espèce de circularité-là est mise en scène en permanence. Alors, il y a une autre manière très importante, et Valérie y a fait allusion aussi, c'est ce que moi je rassemble sous le nom de binette. Pourquoi le mot binette? Parce que c'est un mot d'époque. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Les Binettes contemporaines, qui est elle-même le développement d'un livre de Citrouillard, qui est le pseudonyme d'un des auteurs du Tintamarre, qui est le Canard enchaîné de l'époque, si vous voulez. Et les binettes, c'est vraiment un terme qui circule énormément, au point qu'il y a même un jeu de cartes en 1830 qui s'appelle le jeu à deux têtes, dit le jeu des binettes. Donc c'est vraiment un terme très très important. Et Moncelet est très conscient de l'efficace des binettes. Déjà, il vient d'arriver à Paris, il envoie à son ami Richard Desclides un autoportrait très très intéressant qui s'appelle Charles au Pinacle, c'est de l'auto-ironie évidemment, il est encore connu par personne, mais dans lequel certains des traits et certaines des œuvres qu'il rêve de publier vont en fait être produits, respectés et développés par l'ensemble de la presse. Alors il y a la célèbre photo de son ami Carja, sur laquelle je pourrais vous parler longuement, mais je n'ai pas le temps. Et alors on peut suivre successivement, effectivement, ces premières binettes qu'on trouve dans la presse, le célèbre dessin modèle grosse tête de son ami Carja, photographe et caricaturiste dont c'était une des spécialités, le début de Moncelet en Cupidon, petit ange, mais avec tous les éléments de la gastronomie qui se mettent à l'entourer et qui continuent à se développer encore. Alors c'est intéressant, Moncelet est tout à fait oublié, Jules Vallès beaucoup moins, mais il est tout à fait légitime à l'époque de mettre Jules Vallès et Moncelet sur la même caricature, sur un plan d'égalité. Ça vous donne une idée de la notoriété. Voilà, ceci n'appelle pas de commentaires particuliers. Allez, encore un petit peu. Alors ça, c'est très intéressant. C'est Steinlein qui fait un dessin montrant un gastronome. Moncelet est mort à l'époque, mais c'est manifestement Moncelet. Donc vous voyez, même de manière posthume, la binette fonctionne. Alors, qu'est-ce qui reste de Moncelet après cette grande période pendant laquelle il a pu autant exister? Mais il reste deux choses. Il reste évidemment toute la dimension gastronomique et toutes sortes de recettes où il est précisé que c'est à la Moncelet. Généralement, ça veut dire qu'il y a des truffes dedans. Et voilà, je vous donne une série de recettes à la Moncelet, dont une tout à fait inattendue qu'on a découvert par le plus grand des hasards, qui est le potage Moncelet
administré aux militaires français, instruction du 19 juillet 1909 sur les moyens de donner à l'alimentation dans l'armée un caractère rationnel. Je vous rassure, là, il n'y avait pas de truffe, c'était de la soupe au pois. Mais bon, pourquoi est-ce que ça s'appelle potage Moncelet? C'est les mystères de l'armée française. L'autre élément qui reste, on n'en parle jamais assez souvent pour les écrivains, mais c'est les odonymes, c'est-à-dire les noms de rues. Alors, Nantes donne le nom de Charles Moncelet à une longue rue, Bordeaux a une petite rue, Paris a une toute petite rue, et Montréal, 1926, Montréal-Nord, une très longue rue, la rue Moncelet, ici à Montréal-Nord. Vraisemblablement, enfin, j'ai fait l'enquête, j'ai écrit à la commune de Montréal pour savoir d'où venait le nom, vraisemblablement parce que c'est un entrepreneur gastronome qui trouvait que c'était une bonne idée. Et c'est dans les années 1926, donc peu après le moment où on a célébré le 100e anniversaire de Charles Moncelet. Voilà. Alors, voilà, pourquoi est-ce que Moncelet est à ce point oublié? Mais précisément parce que c'est un prolétaire des lettres. C'est quelqu'un qui a toujours dû écrire ses articles quotidiens pour pouvoir survivre, pour pouvoir nourrir sa famille. Il avait 4 enfants et il adorait ses enfants. Et c'est très rare, d'ailleurs, dans les biographies d'écrivains du XIXe siècle, c'est Carjac qui le souligne dans un poème. Il dit « Comme moi, dit Carjac, qui adore ma fille, Moncelet s'est occupé de ses enfants, il a assuré leur éducation, il les aimait profondément. » C'est très rare à l'époque de dire d'un homme qu'une de ses caractéristiques, c'est qu'il aimait ses enfants. Et donc, finalement, voilà, pas le temps d'écrire une œuvre de longue haleine. Il essaye de transformer ce qu'il écrit au quotidien en œuvre de longue haleine. C'est Monsieur de Cupidon, ce sont ses romans, mais bon, c'est quand même un peu compliqué à faire. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler l'effet Lousteau, c'est-à-dire, vous connaissez Les Illusions perdues de Balzac, l'opposition entre le poète qui écrit des œuvres pour l'avenir et qui est très pauvre, et le journaliste qui est obligé, qui écrit pour l'actualité, dont on parle, effectivement, qui est connu, effectivement, c'est le cas de Moncelet, mais que la vraie littérature a tendance à mépriser parce qu'il n'y a pas de grande œuvre. Et on peut appeler ça, si vous voulez, l'effet Lousteau. Voilà. Alors, nous, on est passionnés par cet auteur, par cette diversité, par tout ce qu'il a de stimulant, et on veut écrire un livre sur lui. Et donc, la question qui s'est posée, évidemment, quelle forme doit prendre ce livre? Faire une biographie? Non. Ça n'intéresse personne. D'ailleurs, la biographie écrite par son fils, c'était très bien. Elle est disponible sur Gallica. Donc on s'est dit non, on ne va pas faire ça. On va faire une espèce de dictionnaire, un alphabet, le mettre par ordre, essayer de respecter la diversité de l'œuvre de ce polygraphe. Et donc le choix de notre forme narrative, ça a été un abécédaire. Et voilà le titre de l'abécédaire que vous pourrez bientôt lire. Abécédaire Moncelet à destination des honnêtes gens et des autres, contenant maintes notices sur le plus célèbre des écrivains français oubliés et ses œuvres en tout genre, ainsi que sur ses amis, les lieux qu'il a fréquentés et ses goûts bien connus en matière de gastronomie et d'histoire littéraire, ouvrage utile et distrayant, quoique du plus haut sérieux, muni d'un titre à rallonge qu'il siéra à mesdames et messieurs les catalographes et bibliographes de ne point émasculer. Je vous remercie. Il est de tradition dans les séances publiques que le secrétaire perpétuel se charge de la proclamation des prix, mais avant de rappeler ceux qui nous ont quittés au sein de la compagnie depuis notre dernière séance, ou au moins parfois quand ils sont un petit peu éloignés, depuis l'avant-dernière. Alors je commencerai, et vous l'avez vu, par Pierre Gotteau, qui était né à Liège le 5 mars 1935, qui est décédé le 21 novembre 2001.
Il avait été élu correspondant de la classe le 3 décembre 1984, membre le 4 janvier 1999 et placé hors cadre le 30 mars 2006. C'était un juriste. Il était professeur à l'Université de Liège, mais aussi aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Et il était docteur honoris causa de l'Université de Rouen. C'était un spécialiste du droit international privé, dont les recherches se concentraient sur l'unilatéralisme. Et dans ce domaine, on lui doit une œuvre majeure intitulée « Le renouveau de la tendance unilatéraliste en droit international privé ». C'est un petit peu plus court que le titre du dictionnaire, mais c'était paru en 1971 dans la revue critique de droit international privé. Il menait aussi des recherches en théorie du droit. Il participe activement comme délégué du gouvernement belge au groupe de travail qui élabore la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, c'est-à-dire toutes. Il fut aussi assesseur auprès de la section législation au Conseil d'État. Jacques Dresse était né à Verviers le 5 août 1929. Il y est décédé le 25 septembre 2022. Il avait été élu correspondant le 10 janvier 2000, était devenu membre le 15 mai 2004 et avait été placé hors cadre le 7 octobre 2004. Licencié en sciences économiques et en sciences commerciales et financières de l'Université de Liège, il poursuivit sa formation à l'Université de Columbia, où il obtint son doctorat. Après avoir été professeur assistant au Carnegie Institute of Technology, il entre à l'Université catholique de Louvain comme chargé de cours, devenant ensuite professeur, puis professeur ordinaire. En 1966, il y fonde le Center for Operations Research and Econometrics, le CORE, dont il sera directeur. Il est le premier président de Research and Econometrics, il est le premier président de l'European Economics Association en 1986, président de la Société d'économétrie en 1970 et éditeur associé de la revue Econometrica. Il a littéralement collectionné les doctorats honoris causa de multiples universités. J'ai dénombré pas moins de 18 universités ou instituts universitaires qui lui ont rendu cet hommage en 34 ans. Spécialiste de théorie économique, d'économétrie, de politique économique, Jacques Dresse laisse des contributions scientifiques portant sur l'équilibre général, les marchés incomplets, l'emploi, le chômage, la théorie de la décision, la théorie de la firme, la théorie des jeux coopératifs, l'économétrie, l'économie publique, la macroéconomie et la politique économique en général. Il s'est aussi positionné comme un grand défenseur de l'emploi. Enfin, Mario Tello, né en Italie, à Crémone, le 4 août 1950, est décédé à Bruxelles le 7 mars 2023. Mario et moi avions été élus la même année dans la classe des lettres et des sciences morales et politiques, le 4 décembre 2006. Philosophe et politologue, il avait fait ses études à l'Université de Florence, mais aussi à l'Université La Sapienza à Rome, avant de bénéficier de bourses qui lui permirent de mener ses recherches dans différentes universités, de l'Université de Columbia à New York à l'Université de Stockholm. D'abord enseignant en Italie, il est nommé en 1986 professeur à l'Université libre de Bruxelles, occupant la chaire Jean Monnet à partir de 1994. Il y enseigna les sciences politiques et les relations internationales. Il dirigea le département de sciences politiques de 1990 à 2005 et puis présida l'Institut d'études européennes de 2005 à 2009, dont il assurera ensuite la vice-présidence jusqu'en 2015. Mais Mario Tello enseigna aussi dans bien d'autres universités, de Hambourg à Copenhague, de Paris à Tokyo, de Londres à Macao, en passant par Hanoï ou Sao Paulo. Et bien sûr en Italie, à Florence, à Pise, à Bologne, à Bari, à Gênes.
À partir de 2010, il était d'ailleurs également professeur à la Luis Guido Carli Université de Rome. Mario Tello joua à de nombreuses reprises un rôle de conseiller. Conseiller pour le Parlement européen, pour la Chambre des représentants, pour la Commission européenne et la présidence du Conseil européen pour des questions relatives aux relations externes de l'Union européenne. Il fut aussi membre de la direction Network of Excellence Garnet, le 6e programme cadre de la Commission européenne entre 2005 et 2010, et fut président du conseil académique de son école doctorale en études européennes. Ses recherches portaient essentiellement sur la pensée européenne et les relations internationales et se concentraient depuis plus de 2 décennies sur l'intégration européenne. On lui doit de nombreux ouvrages comme auteur, éditeur, coéditeur, et évidemment, je ne les citerai pas ici. Mario Tello fut aussi un académicien particulièrement actif. Depuis 2018, il a été tout d'abord responsable des rencontres internationales, puis coordinateur scientifique du Brussels International College de notre académie, d'un apport intellectuel considérable dans l'organisation de ces grandes conférences internationales. Mario Tello laisse un très grand vide dans la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Ont été élus cette année et seront admis à l'Académie le 30 septembre prochain. De gauche à droite, Frédéric Dobruskes, qui est géographe, qui est chercheur qualifié du FNRS et à l'Université libre de Bruxelles. Agnès Guiderdoni, qui est une spécialiste de littérature française, professeure ordinaire à l'UCL, et puis Delphine Misson, qui est elle aussi chercheuse qualifiée au FNRS à l'UC Louvain, à Saint-Louis, et c'est une juriste spécialiste du droit de l'environnement. Ont aussi été élus comme membres associés Angelos Kraniotis, qui est historien, professeur à l'Institute for Advanced Studies de Princeton, aux États-Unis, et Claudia Rapp, qui est une byzantiniste et professeure à l'Université de Vienne. J'ai maintenant le plaisir de proclamer les lauréats des prix et des fonds de l'Académie dans le processus de création de la célébrité. Le mécanisme de prix est aussi un mécanisme extrêmement efficace. Et je commencerai dans l'ordre chronologique de l'institution des prix par le fonds Joseph de Caen. Joseph de Caen était né à Saint-Josse-ten-Noode le 27 mars 1797 et y est décédé le 14 avril 1880. Ayant entamé sa carrière dans l'administration, il était devenu industriel à la suite d'un voyage en Angleterre et avait fondé en 1831 avec son frère une entreprise de menuiserie et de peinture, la Maison de Caen. Il fut 2 fois conseiller communal, de 1836 à 1839 et de 1861 à 1864. Et dès 1873, il fut membre du bureau de bienfaisance de sa commune natale, une espèce de prédécesseur du CPAS. Il gravita autour de l'Académie et en tout cas permis le don d'une somme de 100 000 francs de l'époque à l'Académie pour l'institution de prix annuels en faveur d'ouvrages sur l'instruction et l'éducation laïque primaire et moyenne, y compris l'art industriel. Créé en 1880, ce prix est destiné, à la suite de sa révision en 2020, à couronner, je cite, des ouvrages conçus dans un esprit exclusivement laïque et étranger aux matières religieuses, qui ont pour but l'éducation morale ou civique, ou l'instruction primaire ou secondaire dans l'une ou l'autre de ces matières enseignées,
ouvrage destiné à l'enseignement en classe ou à la pédagogie. Alors, je vais demander maintenant à la directrice de la classe de me rejoindre et notre secrétaire adjoint a préparé les diplômes qui sont là parce que je vais évidemment appeler les lauréats de ces prix à rejoindre Valérie André sur la scène. Le prix est décerné cette année à l'ouvrage coordonné par Madame Mélanie Olivier, diplômée en philosophie, animatrice et formatrice en pratique philosophique au sein du pôle Philo, service de laïcité Brabant-Wallon, et intitulé, je vous montre le livre, pardon, j'appuie 2 fois, voilà, intitulé « Penser et créer, la pratique de la philosophie et de l'art pour développer l'esprit critique ». Et l'Académie félicite ce collectif d'auteurs et insiste par ce prix non seulement sur la qualité du travail, mais aussi sur l'importance cardinale de l'esprit critique comme instrument de la citoyenneté. Votre pôle philo, service de la régionale laïcité Brabant-Wallon du Centre d'action laïque, a été pionnier dans les activités basées sur le questionnement et la pratique philosophique. Et cet ouvrage est un outil majeur dans le cadre du nouveau cours de philosophie et citoyenneté de l'enseignement obligatoire qu'à titre personnel, je souhaiterais voir passer un volume horaire de 2 heures par semaine. Je vous en félicite. Comme vous l'avez déjà vu, je passe au prix Charles Duvivier. Charles Albert Duvivier, qui était né à Leuze, en Hainaut, le 10 août 1834 et décède à Boisfort le 13 juillet 1909, en fait des dates qui correspondent à peu près précisément aux dates de vie de Léopold II, mais c'est un hasard. Professeur à l'Université libre de Bruxelles, bâtonnier de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Bruxelles et près la Cour de cassation. Il avait été élu correspondant de la classe des lettres et sciences morales et politiques le 6 mai 1895, membre le 9 mai 1898. Et le 1er février 1905, M. Charles Albert Duvivier écrivait ceci au ministre de l'Intérieur. Un groupe de magistrats, de confrères, de collègues, de collaborateurs, d'anciens élèves et amis ont voulu, à l'occasion de mon jubilé au barreau et dans l'enseignement universitaire, me donner un témoignage de leur sympathie. Ils ont réuni par souscription une certaine somme destinée à la fondation d'un prix d'histoire. Ils ont chargé le jubilaire, c'est-à-dire lui, d'organiser cette fondation à laquelle ils ont voulu attacher son nom, c'est-à-dire le sien. Donc, je compte donc mettre à la disposition de l'Académie, classe des lettres et des sciences morales et politiques, une somme de 13 400 francs, valeur nominale en titre d'emprunt belge 3%, coupon du 1er juillet 905 attaché. Tout ça est très précis, vous le voyez. Le produit de cette somme doit servir à décerner tous les 3 ans un prix d'histoire d'une valeur de 1200 francs. L'intention des donateurs et la mienne sont d'encourager l'étude, primo, de l'histoire du droit belge ou étranger et, secundo, de l'histoire des institutions politiques, judiciaires ou administratives de la Belgique. Le prix portera la dénomination « Prix Charles Duvivier ». J'ai l'honneur de joindre à la présente un projet de règlement en vous priant de vouloir bien, Monsieur le ministre, solliciter de Sa Majesté l'arrêté royal d'autorisation. La donation est acceptée par l'Académie et l'arrêté royal date du 28 février 1905. Si d'autres souhaitaient faire la même chose, ils sont bien évidemment les bienvenus. Le prix est décerné cette année à Monsieur Marc Ronvaux, juge au
tribunal de l'entreprise, professeur de droit économique, mais aussi doctorant, et pour la deuxième fois donc, mais cette fois en histoire, archéologie et histoire de l'art, ce qui occupe fort à propos la retraite qu'il vient de prendre depuis la fin du mois d'avril. Le prix couronne son étude intitulée « L'ancien droit privé namurois et sa pratique au XVIIIe siècle », publié dans les Annales de la Société archéologique de Namur en son tome 93. Toutes nos félicitations. Une femme. Prix Suzanne Tassier. Suzanne Tassier était née à Anvers le 4 juin 1898. Elle est décédée à Schaerbeek le 12 mars 1956. Fille du général-major Émile Tassier, Suzanne Tassier entame ses études à l'École normale de Bruxelles et les poursuit durant la Première Guerre mondiale à l'île de Rheid, puis à Versailles. Elle entre en 1919 à l'Université libre de Bruxelles où elle suit les cours d'histoire. Spécialisée en histoire contemporaine, elle produit une thèse sur l'origine et l'évolution du wokisme et obtient son doctorat en 1923. Dès l'année suivante, elle enseigne au lycée Émile Max à Schaerbeek et parallèlement, elle reprend des études couronnées en 1934 par sa thèse d'agrégation intitulée « Histoire de la Belgique sous l'occupation française » en 1792 et 1793, ce qui fit d'elle la première Belge agrégée de l'université. Chargée de cours à l'Université libre de Bruxelles, elle donne plusieurs cours en 1940 et 1941, la suite de l'éviction par l'occupant nazi des professeurs Franz van Kalken et Michel Huysmans. En 1945, elle reprendra d'ailleurs l'essentiel des enseignements de ce dernier avant de devenir professeur ordinaire en 1948. Ses publications majeures portent sur la Révolution brabançonne, dont un mémoire couronné par l'Académie royale de Belgique en 1929. Elle consacra aussi des travaux à la Première Guerre mondiale. Dans les années 1950, elle porta son intérêt sur le XVIe siècle, en préparant notamment une biographie du comte d'Egmont, biographie qu'elle ne put terminer. Historienne, Suzanne Tassier fut également une militante politique, social-libérale, dès ses études à l'ULB. Elle participe à différents cercles ou organisations et fonde le cercle d'histoire et de sociologie. En militante féministe, elle entre à la Fédération belge des femmes universitaires et participera au groupement belge de la Porte ouverte. En 1934, elle avait épousé le professeur Gustave Charlier, membre de l'Académie, et c'est lui qui, en 1956, année du décès de son épouse, fera un don à l'Académie afin d'instituer un prix destiné à récompenser un travail scientifique d'une jeune Belge ayant fait ses études dans une des universités du pays. Ce prix est réservé donc à une femme universitaire, porteuse au moins du grade de docteur et ayant réalisé un ouvrage scientifique important, écrit en français sur un sujet d'histoire, de philologie, de droit ou de sciences sociales. Le prix est décerné cette année à Madame Khalia Djeloul, sociologue, enseignante-chercheuse à l'Université de Lausanne, première assistante au Centre en études genre, pour sa thèse intitulée « CETRA, entre dispositifs d'enserrement et tactiques de desserrement, lecture genrée et spatiale du champ du pouvoir en Algérie par l'analyse de la motilité de femmes résidant à Alger », soutenue à l'UCL en mars 2020. Nous la félicitons. Et un autre historien, et non des moindres,
Autre prix d'histoire, prix Jean Stengers. Jean Stengers était né à Ixelles le 13 juin 1922, il est décédé le 15 août 2002. Jean Stengers entame en 1939 des études d'histoire à l'Université libre de Bruxelles qu'il va poursuivre, après la fermeture de celle-ci durant la guerre, au jury central et à l'Université de Liège où il va présenter son mémoire à une époque en 1943, donc vous apprécierez le titre « Les Juifs dans les Pays-Bas au Moyen-Âge ». Mémoire que l'Académie royale de Belgique couronnera et publiera en 1950. Entamant une carrière scientifique au Fonds national de la recherche scientifique, il soutient en 1948 à l'ULB une thèse sur les fondements historiques de la nationalité belge par laquelle il conteste les travaux d'un illustre prédécesseur, membre de l'Académie, président de la classe, Henri Pirenne, sur l'existence d'une civilisation particulière et d'un peuple des Pays-Bas au XVe siècle. Thèse qui sera publiée bien plus tard, après mise à jour, sous le titre « Les racines de la Belgique », premier tome de son histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918. Appelé à participer à l'analyse des archives de l'État indépendant du Congo, il se voit confier le cours d'histoire coloniale en suppléance du professeur Frans van Kalken, dont j'ai parlé il y a un instant, auquel il succède 2 ans plus tard dans les enseignements d'histoire contemporaine à la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Bruxelles, mais aussi à la faculté des sciences sociales, politiques et économiques. En 1954, il est promu professeur ordinaire à seulement 32 ans. Aujourd'hui, ça fait rêver. En 1967, il succède à Guillaume Jacquemins et reprend la direction du séminaire d'histoire contemporaine. Jean Stengers navigue à travers les époques, s'intéressant à l'histoire médiévale, à l'histoire coloniale et évidemment à la décolonisation, où il a fait œuvre de pionnier, mais aussi à l'histoire politique et institutionnelle de la Belgique contemporaine, ou à l'évolution de la fonction royale. Il porte son attention sur les rapports entre l'Église et la science, l'histoire des 2 guerres mondiales, les questions de démographie, l'histoire des mentalités. On pense notamment à son livre « Histoire d'une grande peur », la masturbation, écrit en collaboration avec Anne Van Eyck. Il se pose aussi des questions sur la fonction de l'histoire, sur le jugement moral en histoire, sur le métier de l'historien et sa responsabilité. Membre associé de l'Institut colonial belge dès 1952, avant de devenir membre titulaire de l'Académie royale des sciences d'outre-mer en 1965. Il est élu correspondant de notre Académie en 1970, puis membre en 1983. Membre de nombreuses sociétés ou institutions savantes, il a particulièrement participé au développement du Centre de recherche et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui CG Zoma, Centre d'études guerre et société. Il joua aussi un rôle non négligeable dans la réforme des structures de l'ULB et particulièrement dans la scission de ses 2 ailes linguistiques à la fin des années 60. Le prix Jean Stengers fut créé en 2003 grâce à une dotation résultant de l'affectation à cette fin par l'Académie d'un capital à l'époque de 37 500 €, complétée par une souscription publique. Le prix est destiné à des travaux, manuscrits ou imprimés, d'histoire au sens large, et dont l'originalité des thèmes, le caractère innovant des méthodes et la qualité de l'heuristique et de l'érudition sont les éléments fondamentaux. Le prix est décerné cette année à M. Simon Watein, chargé de recherche FNRS à l'ULB, pour son manuscrit intitulé « Aux sources de l'impôt en Belgique, une histoire de combat politique 1830-1962 », manuscrit issu de la thèse de doctorat que l'auteur a défendue en avril 2021 et qui sera publié en 2023 aux éditions du Centre de recherche et d'information sociopolitique, plus connu sous le nom ou sous l'acronyme de CRISP. Toutes nos félicitations.
Et voilà pour les prix. Il me reste, et peut-être qu'on peut les applaudir une dernière fois et leur permettre... et leur permettre de s'asseoir, parce qu'il me reste juste à vous dire que le fonds Françoise Marie Pémence a permis de financer quelques recherches. Françoise Pémence était née à Etterbeek en 1952. Elle est décédée il y a un peu plus de 10 ans. C'était aussi une historienne. Ne croyez pas qu'il n'y a que des historiens à la classe des lettres et des sciences morales et politiques, mais cette année, le hasard fait que pratiquement tous les prix sont dans ce domaine. Françoise Pémence était responsable des archives du service public fédéral aux affaires étrangères. Elle œuvra beaucoup pour le rapatriement des archives belges qui avaient été emportées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et puis transportées à Moscou par les soviétiques et enfin rapatriées en Belgique. Le fonds est constitué par un lait et en 2015, le fonds a été constitué destiné à subventionner des recherches dans les universités, les bibliothèques, les dépôts d'archives, les musées, mais aussi à subsidier des séjours et des voyages d'études ou de recherche en Belgique ou à l'étranger, dans le but de réaliser des travaux en histoire contemporaine ou en sciences politiques. Alors cette année, ont été attribuées les subventions suivantes à Astrid Muls, qui est docteur en langue, littérature et traductologie de l'Université libre de Bruxelles, maître de conférences dans la même université, et cela pour lui permettre de financer son projet de recherche ayant pour but d'explorer un fonds archivistique de l'Institut de littérature de l'Académie des sciences de la République tchèque et portant sur le poète, traducteur et critique littéraire tchèque Jan Vladislav, et ce dans le cadre d'une recherche postdoctorale sur les acteurs majeurs de la dissidence tchécoslovaque et sur leur impact au-delà des frontières nationales, mais aussi à Marianne Weisers, docteur en histoire, art, archéologie de l'Université libre de Bruxelles, pour lui permettre de financer son projet de dépouillement de fonds situés dans des dépôts d'archives en France, dans le cadre de sa recherche postdoctorale dont l'objectif est de comprendre comment la politique judiciaire belge contre les responsables de l'appareil d'occupation nazi en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale s'est progressivement délitée pour aboutir in fine à de maigres résultats. Et enfin, une subvention à M. Stip Odak, qui est docteur en théologie de la KU Leuven et en sciences politiques de l'UC Louvain, pour lui permettre de financer des interviews dans le cadre de son projet sur l'impact des théories du complot sur les divisions politiques et la manière dont la mémoire collective les perpétue, principalement au Rwanda. Je pense qu'on peut aussi les féliciter. Voilà, et ceci clôture notre séance publique de la classe des lettres et sciences morales et politiques pour 2023. Je suis très heureux de pouvoir remercier d'abord et avant tout la directrice Valérie André, le vice-directeur François de Calataille qui ont œuvré à cette organisation. Bien sûr, mon collègue et ami Paul Aron qui nous a compléter le tableau de Charles Moncelet. Un grand merci à tous les trois. C'est aussi pour moi un moment pour remercier toute l'équipe de l'Académie qui permet la réalisation de ces séances publiques, mais aussi de toutes les autres séances des classes. Et je pense que Michel Willem, le président de l'Académie, s'associe à moi en cette circonstance pour remercier l'ensemble du personnel de l'Académie, ici présent, Irène, Cathy, mais je dirais surtout notre secrétaire adjoint, Serge Alexandre, qui veille au bon déroulement de nos travaux. Alors, il me reste un doux devoir, comme on dit, qui est celui de vous inviter, évidemment, au verre de l'amitié qui va être servi dans la galerie de marbre et où nous pourrons faire plus ample connaissance, notamment avec les lauréats des prix et subventions de l'Académie. Merci pour votre présence et à très bientôt.